J'espère que t'as pas prévu un enregistrement trop long aujourd'hui parce que j'ai une petite course à faire. Il faut absolument que j'aille chercher de l'huile et c'est en pénurie partout. Donc je vais me faire tous les supermarchés du quartier. Ah là là, ouais, je vois, à cause de la guerre en Ukraine. Ouais, mais tu savais qu'on pourra avoir une situation bien pire que manquer de l'huile? Ah bon? Ouais, imagine si demain tu es privé de ton smartphone, tes applis, tes photos, tes emails, etc. Bah, c'est pas possible ça. J'ai tout sauvegardé en ligne. Greg, est-ce que tu as déjà entendu parler de souveraineté numérique? Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va? Jérémy, super, super. T'as passé de bonnes vacances? Ah là là, nickel, 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 ouais. Elles sont bien loin maintenant, mais bon, on y pense encore. Exactement. Bah écoute, voilà, nous maintenant c'est la rentrée. On parle de sujets sérieux à la rentrée, Absolument. mais bon, pas trop quand même. Mais voilà, du coup, juste avant de rentrer dans notre sujet aujourd'hui, on va parler de souveraineté numérique. Mais avant de rentrer dans ce très très de passionnant sujet, Vaste et vaste passionnant. et passionnant, donc faut faire une introduction à ce qu'est la souveraineté numérique. Je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont continué de nous écouter tout l'été. Je crois qu'il y a des gens qui ont découvert le podcast cet été. On a eu des jolis pics de lecture. Figure-toi que le 19 août, nous avons eu le plus de lectures, C'est vrai. la journée avec le plus de lectures depuis qu'on a lancé le podcast. Voilà, je Fantastique. suis très content. Notre régularité paye, et donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous écoutaient. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On vous rappelle, le podcast, c'est le truc le plus difficile à faire connaître. Donc il y a plusieurs manières. Abonnez vos proches de force, vous leur faites suivre un épisode qui vous a intéressé, ou tout simplement laissez une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et ça nous aide beaucoup. C'est bon Alors, pour... écoute, on va ah bah parler Nicole, bah du coup, qu'est-ce que c'est, Greg, cette souveraineté numérique qui nous pend au nez, apparemment, et qui risque Ouais, d'écraser toutes nos données, de nous faire perdre nos photos, nos emails, etc. Quoi? ça, c'est la version un peu alarmiste, mais c'est un vrai sujet, la souveraineté numérique. La souveraineté des États, ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis tout le temps. Hein. C'est vraiment la possibilité pour un État d'être souverain dans son espace géographique, avec ses lois, avec son autorité, avec ses prérogatives. Donc ça, c'est plutôt une souveraineté à laquelle on est habitué. Par contre, effectivement, l'émergence du monde numérique il y a une vingtaine d'années a pas mal changé la donne, puisqu'en fait, on est parti voilà, avec le web de quelque chose de complètement décentralisé, de systèmes globaux qui ne sont plus souvent entre les mains des États. Et donc, les États deviennent finalement un acteur parmi les autres, mais non plus ce même rôle de souveraineté qu'auparavant. Et donc ça pose pas mal de problèmes concrètes, notamment tout ce qui va être une certaine dépendance vis-à-vis de technologie que ne maîtrisent plus forcément tous les États. Mhm. Et donc avec l'émergence notamment des GAFA, ça a posé voilà, beaucoup de sujets nouveaux sur lesquels on va revenir lors de cet épisode. Parce qu'en fait, le fait que désormais avec le digital tout est globalisé, les lois des États ne sont plus forcément les lois des plateformes. Mhm. Et donc on se retrouve avec des plateformes avec des droits supranationaux qui finalement c'est un peu comme des nations quoi. T'as certaines entreprises qui ont des pouvoirs supérieurs en partie à celles de certaines nations sur le numérique et qui ont également des revenus et une puissance financière supérieure à celle de certaines nations. Donc ça pose aussi pas mal de questions par rapport justement à tout ce qui va être frontières, lois, réglementations. Comment finalement voilà une entreprise étrangère va imposer des règles de l'État auquel elle est rattachée à d'autres États Mhm. parce qu'elle propose un service qui est utilisé globalement. Donc voilà, on va donner quelques cas concrets. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu finalement deux cas assez emblématiques qui ont fait prendre conscience des problèmes que pouvait poser l'émergence de ces acteurs numériques globaux. On va les citer, enfin les principaux auxquels on pense, c'est les GAFAM, mais c'est pas les seuls, on va y revenir, mais c'est pas les seuls. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur tout ce qui touche à la technologie, on est désormais de plus en plus dépendant de certaines plaques
notamment voilà la plaque américaine, la plaque également asiatique. La plaque chinoise dans une mesure aussi voilà bon qui est en Asie ceci dit, mais voilà on est vraiment en Europe notamment pas mal dépendant d'autres plaques, et il y a des dépendances mutuelles comme ça qui peuvent poser problème. Donc il y a eu deux faits qui ont pas mal attiré l'attention des problèmes qui peuvent être posés par le fait que certains acteurs et certaines entreprises dépendent d'États qui peuvent avoir une utilisation des services et des données qui peuvent poser problème. Premier, c'est l'affaire Snowden en 2013. Est-ce que tu peux nous rappeler, Rémi, rapidement de quoi on parle avec l'affaire Snowden en 2013 ? Ah là, tu me prends un peu de court. C'est une question piège. Tu peux le faire truc, si tu veux. Hein, mais... non, si je me souviens bien, donc c'est un ancien consultant qui travaillait pour l'armée américaine, qui a récupéré plein de données sur des exactions des États-Unis en Irak notamment, et les a publiées en ligne pour en fait dénoncer toutes ces pratiques. Est-ce que j'ai bon ? Je crois que c'est même un petit peu plus large parce qu'il a mis peut-être même plus, ouais. en avant justement le fait que la NSA avait accès à des via des backdoors, un certain nombre d'informations chez Google, chez Microsoft, utilisateurs. Donc en fait, ça montrait qu'il y avait finalement des qu'on n'était pas à l'abri, qu'il y avait même des relations connues ou pas connues, mais que assez poreuses entre certaines sociétés américaines notamment et finalement les services de renseignement américains, qui faisaient que finalement quand tu utilisais un service d'une entreprise américaine, eh bien tu étais pas du tout à l'abri que l'État américain aille mettre le nez dedans de manière légale ou pas. Et t'écoutes en direct. Pendant qu'on parle là, potentiellement. Exactement, parce que Zencastr, je crois que c'est américain. Non, bon, en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a mis en avant le fait que c'est bien joli, on utilise pas mal de services américains via nos boîtes mail, via nos outils de messagerie, via outils de communication, mais que via nos smartphones, mais que derrière, en fait, l'État a des possibilités, l'État américain a des capacités finalement de voir ce qui s'y passe. Et ça pose pas mal de sujets parce que finalement, en termes de sécurité nationale, quand aujourd'hui tu te dis que les deux principaux systèmes de smartphones et les OS d'ordinateurs tournent sur des logiciels mis en place par des sociétés américaines, et bien forcément, quand tu es un autre État que les États-Unis, tu te dis que potentiellement les données que tu vas mettre dedans peuvent être vues, lues, accédées via des connexions avec les renseignements américains, qui soient voulus ou pas voulus d'ailleurs, mais ça change pas le... Et c'est même pire d'ailleurs, parce que les logiciels qu'on utilise et les operating systems, donc Windows ou macOS, sont américains, mais le matériel en lui-même est fabriqué en Chine. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des backdoors logiciels par les États-Unis et des backdoors dans l'ordinateur par les Chinois ou peut-être les Taïwanais plutôt, mais ou les Coréens. Enfin, parce que finalement, il y a extrêmement peu de choses qui sont fabriquées au niveau numérique en Europe, quoi, malheureusement. Exactement. Donc ça, c'est le premier point sur la partie en 2013, première prise de conscience en se disant on met de plus en plus de choses dans ces appareils, on met de plus en plus de choses sur Internet, et du coup finalement tout ça est beaucoup plus facilement accessible par des puissances étrangères que ce qu'on pouvait imaginer. Puis surtout, en fait, on se rend compte à ce moment-là que on est déjà un petit peu enfermé, puisque les systèmes qui sont finalement dominants sur le marché, il y en a aucun d'européen par exemple. Je vais peut-être juste préciser quand on va parler de souveraineté, on va se placer sous le prisme de l'Europe. Oui. Donc, voilà, on est en France et on va plutôt parler du prisme européen. La souveraineté technologique pour les États-Unis, c'est pas forcément la même chose que ce qu'on peut nous relater de notre point de vue européen et français. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième affaire qui a fait date et qui a fait prendre conscience des dérives possibles, c'est l'affaire Cambridge Analytica. Est-ce que je te prends par défaut si je te demande d'en parler ? Allez, vas-y, je suis chaud. Allez, c'est bon, il est chaud.
Cambridge Analytica, c'est une société qui a été créée, qui utilisait Facebook pour récupérer un maximum de données personnelles sur les gens, mais de façon détournée, mais n'empêche directe. Donc, par exemple, vous voyez sur votre feed Facebook un questionnaire apparaître, vous le remplissiez, et en fait, il y avait plein de questions. Et ça permet de donner une image de vous-même, et notamment pour l'utiliser pour modifier un petit peu les résultats, enfin pas modifier, mais pour influencer les résultats des élections américaines, parce qu'en fait toutes ces données qu'ils ont amassées, ils ont pu influencer, et par exemple, mettons qu'une personne, on arrive à découvrir via ce questionnaire qu'il est fan de chasse, qu'il aime la viande, et qu'il est je sais pas, et qu'il est marié. Il vit à tel endroit, par exemple. Voilà, et il habite au Texas. On va pouvoir lui créer une publicité pour lui montrer tous les avantages d'un certain parti en fonction de ce prisme-là, où il est, qui vont lui dire ah ouais, la chasse, on va y aller à fond, on est pour le Texas, vraiment pour avoir des publicités ciblées d'un parti directement, voilà, ciblées à ces gens-là. Donc une sorte de grosse manipulation de l'opinion publique à échelle monstrueuse, quoi. Exactement. Et voilà. Et donc tout ça, ça a été mis au jour grâce à nouveau à un lanceur d'alerte qui travaillait chez eux et qui a permis de découvrir l'ampleur du désastre, quoi. Même si je sais pas si on sait jusqu'à quel point ça a pu influencer les élections. C'est difficile à quantifier pour remettre effectivement le contexte. Donc c'est pas Facebook directement qui a influencé des élections. C'est effectivement des outils mis à dispo par Facebook. Donc tu parlais du quiz, de la récolte des données et des capacités en fait de ciblage que propose Facebook, parce qu'en fait il y a, je crois, quasiment une centaine de critères de filtrage qui existaient à l'époque. Donc, est-ce que vous êtes marié, les groupes auxquels vous apparteniez, les likes religion, que vous avez mis, les likes, vos centres d'intérêt, votre localisation géographique, votre ville, votre école, vraiment tout, votre communauté au sens, on va dire, racial, parce que les États-Unis ils ont la capacité finalement de le quantifier, cela. Donc en fait tout ça permettait de profiler assez finement des personnes pour derrière leur servir et les influencer sur certaines communications. Donc typiquement prôner dans certains cas le fait de ne pas les voter sur des communautés qui auraient pu faire pencher l'élection d'un côté ou de l'autre, et puis de l'autre côté faire monter la sauce d'autres groupes pour les pousser à aller voter parce que on leur a montré des messages qui les caressaient dans le sens du poil et qui confortaient certaines de leurs opinions. Et donc tout ça, cette manipulation a été possible via une société qui s'appelait Cambridge Analytica. Elle a été utilisée par dans la campagne de Donald Trump. Et voilà, on connaît le résultat. Du coup, cette manipulation, on va dire, à grande échelle de l'opinion a été rendue possible parce qu'à un moment donné, finalement, une société privée a permis de faire des choses qui ont influencé ce qui relève de la souveraineté d'un État, c'est-à-dire à un moment donné l'élection de ses représentants. Et donc il y a eu des tentatives pareilles d'influencer des tentatives d'influence de la Russie sur l'élection française à la même période. Donc on s'est rendu compte que des sociétés finalement étrangères pouvaient utiliser des services numériques sur lesquels nous on n'avait pas forcément la main plus que ça pour influencer dans un sens ou dans l'autre certaines choses qui relevaient finalement des prérogatives de l'État. Donc ça posait également d'autres questions. Donc finalement, on se rend compte que le fait de ne pas d'être dans une société globalisée où on utilise des services à l'échelle mondiale, ça peut poser quelques sujets, puisque effectivement, on se met dans une situation de dépendance, on va dire numérique et technologique, par rapport finalement à des acteurs qui peuvent avoir des contraintes et des agendas qui vont à l'encontre de nos intérêts. Et donc ça peut
Ça peut prendre plusieurs formes, tout ça. Ça peut être finalement tout ce qui va être les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Donc, moteurs de recherche, effectivement, aujourd'hui, les moteurs de recherche dominants, c'est des moteurs de recherche américains. Ça peut poser des questions parce que finalement, c'est eux qui maîtrisent les algorithmes. Et du coup, on le sait, à quel point le fait de savoir ce qui est recherché dans un pays ou dans une zone géographique peut donner des informations très utiles sur les préoccupations, les risques et finalement les enjeux d'un pays ou d'un département. Un exemple un peu futile, mais on se rendait compte que quand on cherchait les symptômes de la grippe, on était quand il y avait des pics de recherche sur symptômes de la grippe, on se rendait compte qu'on était capable de prévoir des pics de grippe dans une localisation. Ça, c'est un exemple un peu trivial, mais c'est pour dire que c'est pas neutre du tout ce qu'on recherche, et l'entreprise qui a la main sur ce qu'on recherche, c'est ce qui préoccupe et ce qui intéresse une population. Ça, c'est quand même hyper touchy potentiellement. Et elle peut influencer aussi les résultats de recherche, justement, liés à ces recherches. Elle peut te pousser certains résultats qui vont dans un sens et te cacher des informations qui pourraient être pertinentes pour toi. Donc ça, c'est des risques, clairement. Il y a le sujet effectivement de l'hébergement des données. Tu veux peut-être en parler de l'hébergement des données, Rémi, ou... Oui, le fait que, par exemple, moi personnellement, donc je suis plutôt utilisateur d'Android, et donc la plupart de mes données sont sauvegardées sur le cloud de Google, qui est situé dans des serveurs aux États-Unis, enfin un peu partout dans le monde. Et pareil, j'imagine pour toi, même si j'ai un NAS chez moi qui me permet de sauvegarder certaines choses et qui donc normalement n'est pas accessible, il est quand même construit par une société américaine. Donc le cloud souverain, c'est la possibilité finalement pour les pays d'avoir un cloud qui ne serait pas accessible par d'autres États premièrement, et par d'autres entreprises qui ne sont pas du pays en lui-même. Exactement. Donc on parlait des réseaux sociaux également. Le fait aujourd'hui que les principaux réseaux sociaux soient américains ou chinois avec TikTok, ça peut poser aussi des sujets, parce que les réseaux sociaux ont besoin de pas mal de données. Elles aspirent pas mal de données, nos photos, nos localisations, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos centres d'intérêt. Et donc tout ça, finalement, ça donne des informations très très précises qui permettent de profiler une population, un groupe. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on maîtrise, qui peut être accessible par des puissances étrangères potentiellement. D'autant que la société notamment, pour être très précis, la société ByteDance qui édite TikTok, c'est une société qui a des empruntances avec le parti communiste chinois, donc comme toute grosse société chinoise. Donc il y a des vraies relations. Donc c'est pas neutre tout ça. Et puis il y a également le sujet finalement. Alors c'est pour ça qu'on a vu des alternatives arriver sur les réseaux sociaux, notamment ce qu'on a traité dans un précédent épisode de podcast, le fait divers. Donc le fait divers, pour rappel, c'est le principe de réseaux sociaux décentralisés qui permettent finalement on l'a traité dans l'épisode 22 de mai 2022. Le fait divers, les réseaux sociaux décentralisés. L'idée, en fait, c'est de proposer des alternatives open source et qu'on peut installer sur des serveurs qui nous appartiennent, qui proposent des fonctionnalités similaires aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est de la même manière, on a des équivalents aux applications de messagerie, aux applications de partage de photos, aux applications de partage vidéo, etc. Et ça, du coup, c'est des alternatives qui existent, malheureusement, qui sont très très peu utilisées, mais qui répondent à ce besoin à un moment donné de ne pas finalement donner à certaines entreprises trop la main sur les données qu'on veut partager, donc en proposant des alternatives. Et puis il y a un dernier point, et pas des moindres, qui est finalement l'indépendance par rapport, enfin c'est pas le seul d'ailleurs, mais l'indépendance des entreprises européennes qu'elles peuvent avoir par rapport aux acteurs américains. On le parlait tout à l'heure, mais la plupart des entreprises aujourd'hui utilisent soit les suites de Microsoft, soit les suites de Google, qui se trouvent être deux entreprises américaines. Et du coup, toutes les données, avec un passage de plus en plus dans le cloud,
pour plein de bonnes raisons, ça peut poser pas mal de sujets sur voilà les données qu'une entreprise a besoin de stocker, que ce soit des données de santé, des données secrets technologiques, des données bancaires, des données de sécurité nationale. Et à un moment donné, quand finalement les seules entreprises qui sont capables de te proposer ces services-là sont des entreprises américaines. Quand les plus puissantes sont des entreprises américaines. En fait, ça veut dire que tes données, à un moment donné, elles transitent sur des serveurs qui n'appartiennent pas au pays ou à l'Europe. Et ça peut poser également des problèmes. Et puis, il y a le sujet, effectivement, de la dépendance, on va dire, la plus technologique, avec toutes les semi-conducteurs, les processeurs, etc. Peut-être toi, tu connais bien le sujet, Rémi. C'est qui les pôles aujourd'hui qui dirigent cela et quels sont finalement les risques par rapport à ça? Actuellement, en fait, sur les fondeurs, donc les entreprises qui fabriquent des processeurs, elles sont principalement basées en Asie. Et notamment, alors j'ai plus le chiffre exact, j'avais fait un article, on vous mettra le lien, c'était plus de 50% qui est fabriqué à Taïwan par l'entreprise TSMC, qui est un énorme acteur, et c'est eux qui fabriquent, si vous êtes en train de nous écouter sur votre iPhone, peut-être même votre Android, il y a des chances qu'il ait été fabriqué à Taïwan, assemblé en Chine, incluant donc tout le matériel électronique. Et donc, il y a un gros challenge actuellement pour les États-Unis aussi sont dans ce cas-là. Ils essayent de ramener des usines, de créer des grosses usines pour fabriquer des semi-conducteurs aux États-Unis. Pareil pour la France, même si en France, on a la chance d'avoir un fondeur qui s'appelle ST Microelectronics. C'est pas encore des puces de précision comme celles des processeurs. Ça va être des prises un peu plus alors bête entre gros guillemets pour des appareils, des machines-outils, des choses comme ça, mais pas du travail de précision. Et donc pareil, l'Europe est en train d'essayer de se positionner pour motiver Intel, qui est un gros fabricant, à venir s'installer en France, ou en tout cas, bon, il y a une petite guéguerre en Europe pour le fabriquer. Mais toute cette histoire, ces semi-conducteurs, le fait que ils soient quasiment tous fabriqués en Taïwan, il y a un gros risque parce que Taïwan, on le sait, est quand même dans le viseur de la Chine depuis un certain nombre d'années. Mettons que la Chine demain décide d'envahir Taïwan, nous, on n'a plus de nouveaux MacBook, de nouveaux PC, de nouveaux téléphones. Enfin, la Chine peut décider d'arrêter de nous livrer. Et donc là, on aura un petit problème d'accès aux technologies, quoi. J'ai retrouvé les chiffres, TSMC, c'est 28% de la production mondiale de puces. Ce qui est énorme pour une entreprise. Et 70% des puces pour les voitures, les automobiles. Ouais. C'est 90% le marché asiatique des puces les plus avancées qui sont produites. Incroyable. Donc comme tu le dis, voilà, on est sur une grosse dépendance sur ce sujet, notamment comme tu l'as très bien évoqué. Le sujet avec les velléités de la Chine par rapport à Taïwan. Donc on est vraiment sur quelque chose de stratégique. Ouais, et d'ailleurs, un dernier truc là-dessus, c'est un exemple concret, c'est que depuis que la dernière PlayStation est sortie, donc petit exemple, pas trop, voilà, c'est pas grave, mais ça donne un exemple. Voilà, la PlayStation 5 est sortie il y a quasiment 2 ans, et c'est toujours hyper difficile de la trouver. Et donc là, c'est pas dû à des décisions politiques, quoique. Mais c'est dû parce que à cause du Covid, il y a eu des énormes blocages dans les usines et dans tous les transports maritimes. Donc il y a des grosses difficultés à produire et à récupérer des puces qui permettent notamment de créer ces PlayStation 5, mais aussi des voitures. C'est pour ça que les voitures neuves, c'est hyper difficile d'en avoir parce qu'on a des délais. Je pense à un ami qui a acheté une Tesla et qui attend depuis 6 mois d'être livré parce que toutes les chaînes logistiques sont bloquées. Et donc donc la souveraineté numérique et technologique, si on voit plus large, ça serait aussi d'avoir des usines plus proches du point où les outils sont consommés, donc genre, je sais pas, une usine de semi-conducteurs en France ou en Allemagne, qui permettra de plus facilement, s'il y a une coupure quelque part dans les chaînes logistiques, de quand même pouvoir créer des produits et donner accès à la technologie aux habitants de cette contrée, quoi. Exactement.
Donc, du coup, voilà, ça nous fait une bonne transition. Pourquoi, Mhm. du coup, cette souveraineté numérique est devenue un enjeu crucial? Mhm. On a cité quelques exemples, hein, mais c'est vrai que un des enjeux, par exemple, si on parle des GAFAM, il existe en fait aux États-Unis, donc les GAFAM, hein, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et en fait, voilà, ces sociétés américaines sur lesquelles du coup on a beaucoup de nos données qui peuvent être stockées. Mais Voire toutes. globalement, toutes les sociétés américaines, hein, exactement, elles sont soumises à des règles d'extraterritorialité, c'est-à-dire en fait, elles ont la possibilité finalement d'intervenir en dehors de leurs frontières parce que c'est des sociétés américaines. C'est une des particularités du droit américain. Je suis pas juriste, mais en gros, je sais que dans le droit américain, il y a une notion d'extraterritorialité, putain, c'est hyper dur à dire. Ouais, Ouais, j'avoue. il y a cette notion-là qui fait Cette notion en particulier précitée. celle-là, oui, vous voyez très bien, qui fait qu'en fait, ils peuvent intervenir et ils ont un droit de regard sur ce qui se passe en dehors de leurs frontières. C'est le cas quand tu utilises, par exemple, tu fais des transactions en dollars, en fait, tu es soumis à des réglementations américaines, même si c'est entre deux pays qui, du coup, ne sont pas les États-Unis, Mhm. et entre deux entreprises qui ne sont pas américaines. Et de la même manière, du coup, des entreprises américaines qui opèrent en dehors des États-Unis, c'est le cas notamment de nos GAFA. Hein. On a on a des sièges de Microsoft et de Google en France, en Europe. On a des data centers en Mhm. Europe. Ça n'empêche pas que, en fait, il y a ce qu'on appelle le Cloud Act, qui autorise le gouvernement américain à accéder aux données qui sont hébergées par les sociétés nationales. Donc c'est un peu en mode open bar, et ce même si du coup les serveurs sont en dehors des États-Unis. Donc à partir du moment où c'est une entreprise américaine, si le gouvernement américain souhaite accéder à ces données, en fait l'entreprise n'a pas la possibilité de refuser cela. Donc et puis c'est une entreprise qui est régie par le droit américain, donc en fait même si ça se passe en dehors des frontières, il n'y a pas de voilà, il y a pas de frontières par rapport à ça. Donc concrètement, pour dire les choses très très clairement, le gouvernement américain peut demander à accéder à tout ton historique de recherche de Google, tout ton historique de géolocalisation que tu as sur Waze ou sur Google Maps, toutes tes photos, toutes tes vidéos, tous tes contacts, tous tes messages, bref, tout. Voilà, donc dans le cas d'enquête, ça peut être très très pratique, mais dans une logique autre, ça peut être beaucoup plus problématique. Donc en fait, tout ça pour dire que, étant donné qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où 92% à peu près des données qui sont hébergées, qui sont créées par l'Occident de manière générale, sont Mhm. hébergées par des entreprises américaines, eh bien en fait ça pose un vrai sujet. Et quand je dis 92%, c'est vraiment données personnelles et Ouais. également celles des entreprises. Donc en gros, il n'y a plus finalement de confidentialité d'information dans un contexte comme celui-ci. Oui, c'est Donc, clair. ça, c'est un vrai, c'est une vraie alerte, hein, c'est un vrai Mhm. sujet. Un Euh, exemple concret, un léger et un peu plus gênant, c'est que demain le FBI veut accéder à toutes tes photos de vacances, il peut. C'est ça. complètement, Voilà. complètement. Et l'autre qui fait un peu plus flipper, c'est par exemple si vous utilisez Doctolib, hein, comme moi, vu que c'est quand même vachement pratique, les données qui transitent sont hébergées sur les serveurs d'Amazon, donc AWS. Donc potentiellement, ça veut dire que le gouvernement américain, le FBI, pourrait accéder aux données de Rémi ou de Greg directement via l'application. Donc savoir tous les spécialistes que je suis allé voir, combien de fois je suis allé voir chez généraliste, et voir même le sujet de chaque euh, consultation et les documents qui étaient joints. Donc ça fait un peu, c'est un peu gênant quoi. Exactement. Donc voilà, ça peut. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment des interconnexions entre ces entreprises et finalement la justice et les services américains qui peuvent poser problème. Je vais te donner un exemple très. Alors là, on va sortir de la souveraineté, mais ça va vous donner quand même la mesure. Même si t'es aux États-Unis, t'es pas tranquille non plus, hein, Ouais. puisque il y a eu un exemple récent d'un papa aux États-Unis il a son fils qui avait en fait, c'était un bébé, hein, qui avait une sorte d'excroissance au niveau de ses parties génitales. Et donc, en fait, il a dû prendre en photo les parties génitales en question Mhm. pour les envoyer par mail au médecin.
Mhm. Et donc, il prend ses photos, il les envoie par mail au médecin. Problème, on est sur finalement des photos de parties génitales d'un D'un enfant. enfant, ouais. Et là, du coup, au niveau des serveurs de Google, il y a des, il y a des petites lumières qui se mettent, qui s'allument, parce que voilà, ça peut vite être un cas de pédopornographie, par exemple. Mhm. Et en fait, cette personne-là, elle a été contactée et elle a eu donc son compte Google a été suspendu avec toutes ses photos, ses mails, ses trucs, enfin vraiment un enfer. Donc son compte à Google a été suspendu et à côté de ça, il a eu la visite des services américains parce que du coup, voilà, il avait été Oh assimilé là là. à un pédophile. Bah ouais, J'en ouais, bien parlerai sûr. dans une prochaine newsletter, donc on vous remettra le lien dans les Très notes, bien. mais je Abonnez-vous. détaillerai l'article. C'est vraiment voilà, à la fois, enfin, c'est complètement flippant tout simplement. Ouais. Et bon, voilà, ça donne un peu la mesure des risques. Là, en l'occurrence, c'est comment dire, des citoyens américains, mais bon, imagine des choses à un plus grande échelle, voilà, ça peut également poser d'autres problèmes. Eh ben. Donc voilà, ça c'est très 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 sympa. Bah, très Si on bien. veut aller Tant qu'on est sur les risques, alors du coup, et si vraiment on pousse, c'est quoi les risques? Est-ce qu'on doit être complètement parano sur ce sujet? Bah écoute, j'ai envie de te dire, je suis plutôt du type à voir le verre à moitié plein, mais faut quand même avoir quelques exemples en tête de toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait pas très très bien se passer. Je vais te donner deux exemples qui peuvent nous parler, hein. Le premier, celui que j'évoquais avec humour dans l'intro, c'est effectivement, on s'est rendu compte que l'Ukraine c'était le grenier de l'Europe et que C'est finalement vrai. la guerre en Ukraine qui dure depuis 6 mois maintenant, bah en fait, elle a entraîné des effets de bord que, enfin moi perso, j'avais absolument pas du tout vu venir, et je pense ne pas être le seul, notamment le fait que bah on se retrouve avec des pénuries d'huile. Donc là, ça c'est un peu amélioré, mais quand même. Et puis tous les sujets autour du gaz, hein, puisque la Russie est un énorme fournisseur de gaz, et donc on était en vraie dépendance énergétique par rapport à la Russie. Donc on essaye de la réduire, mais ça se fait pas sans risque et sans coût et sans augmentation du prix de l'énergie. Donc là, typiquement, on se rend compte que le fait d'être dépendant de puissance étrangère, bah, ça peut poser des effets de bord. Ouais. Un autre exemple qui nous a tous finalement marqué il y a plusieurs mois, c'est quand il y a eu le Covid et qu'on s'est retrouvé, comme tu disais, avec des grosses dépendances parce que bah, les puces venaient d'Asie, les ports étant fermés, et en fait ça n'arrivait plus, et donc toute la chaîne d'approvisionnement a été mise au ralenti, donc elle s'est jamais complète, enfin si elle s'est presque arrêtée à un moment, mais Ah ouais. voilà, ça a été très très compliqué, et ça devrait reprendre à partir de l'année prochaine seulement, hein. Je crois que ça redeviendrait nominal à partir de 2023-2024. Donc on n'est quand même pas encore sorti d'auberge, si on n'a pas une merde supplémentaire comme une invasion de la Chine de Taïwan par la Chine. C'est On ne clair. sait jamais. Ouais, ah bah ouais, Et ouais. puis on s'est rendu compte aussi, des trucs tout bêtes, mais on savait pas, on était en incapacité de construire des masques Covid en France. On n'avait pas de stock, et donc voilà, c'est pas si lointain, hein, où on devait faire venir des masques de Chine, et il a fallu qu'on crée des capacités de création de masques en France en urgence parce qu'on n'était pas capable d'asseoir cette demande. Et là, on parle de masques en papier, hein, donc Ouais. on n'est pas sur des choses très très. Donc ça, c'est des exemples. Et puis, il y a le sujet des logiciels, effectivement, hein, puisque tu pourrais très bien imaginer que demain, on se fâche pour X ou Y raison, où on est boycotté par les États-Unis. Et là, d'un coup, l'État américain peut dire à Apple, Google, vous arrêtez de permettre le stockage sur vos data centers et l'accès aux data centers aux citoyens européens. Et donc, voilà, ça peut demain te donner plus d'accès à tes messageries, plus d'accès à tes logiciels, plus d'accès à tes données. Et ça, ça peut aller vite, et plus vite que je pense on le pense, et ouais, et un t'as sacré pas risque. aujourd'hui de plan B, en fait. C'est ça Ouais. le truc affolant, c'est que les entreprises, au contraire, aujourd'hui, sont massivement en train de passer sur les outils cloud de Microsoft et de Google, en abandonnant finalement tout ce qui peut être hébergé voilà, en localement, sur des serveurs qu'on maîtrise, etc. Donc tout ça, ça apporte pas mal d'opportunités, mais également ça accroît les risques. Ouais. Et puis voilà, sur l'accès aux outils, aux données, etc. Si demain toute ta messagerie, tous tes agendas, tous tes appels passent par du Teams ou par du Google Meet, et que demain, les entreprises américaines peuvent plus travailler avec nous, tu fais comment en fait pour faire fonctionner ton entreprise, accéder aux données? Tu peux pas, Ah tu bah peux tu plus rien perds faire. tout l'historique, quoi.
Ouais, Tu perds tout et tu ne c'est peux plus incroyable. opérer en fait. Donc, t'as même plus ton, tu n'as même plus accès à ton répertoire et à Ouais, tes contacts, quoi. exact, Donc, exactement. tu ne peux plus envoyer de Je, mails. Enfin, je suis en train de mesurer l'ampleur. Là, plus tu parles, plus je me dis merde. Aïe, aïe, aïe. ouais, enfin, pour moi, c'est pire qu'une guerre, tu vois, potentiellement, ce qui peut découdre en termes de conséquences de ce genre de dérive. Ah, tu Voilà, et coupes nous, un pays. Ah ouais, tu coupes un continent carrément. ouais. Ouais. Enfin voilà, on revient presque au Moyen Âge, hein, si on n'a plus. Bah, Enfin, au c'est très papier, compliqué. ouais. Ouais, ouais. Imagine une Euh, entreprise qui a fait confiance à une entreprise qui est, je sais pas, en croissance et qui gère en plus des données un peu sensibles, genre Doctolib. Du jour au lendemain, t'as tout qui est coupé. Ils peuvent pas retrouver l'historique. Enfin, ou même, je sais pas, je pense à une entreprise d'armement plutôt qui soit directement liée à la sécurité nationale. Toutes leurs données, tu vois, les plans de leurs machines, leurs emails, etc. Tout est supprimé. Faut aller. Puis je sais pas, Mastercard, Visa, c'est pas des Ouais. entreprises américaines, tu vois. Ah Enfin, à un si, si, moment si. donné, Ouais. Ils ferment enfin le voilà, compte. Ouais. en fait, il y a des vrais. On s'est rendu compte lors de cas un peu récents que finalement ces entreprises, par exemple, elles étaient de plus en plus, comment dire, sensibles à l'utilisation qui était faite de leurs cartes. Mm. Elles ont notamment bloqué certains sites pornographiques, Ouais, certains sites ouais. de piratage, ne permettant plus de payer par exemple par carte. Tu peux te dire demain que elles décident, voilà, parce qu'elles y sont enjoints, de ne plus autoriser des transactions sur certaines zones géographiques ou de certains clients. Bah, tu n'as plus de carte bleue en fait, tu vois. Ouais. Les PayPal, les trucs, c'est américain. Enfin, Ah vraiment, bah c'est ça. voilà. Tout ça pour dire, on est dans une situation aujourd'hui où il n'a jamais été plus risqué et dangereux de finalement, ouais, étant donné que tout est relié par on est soit rattaché par le hardware sur l'Asie, soit rattaché par le software Le sur les software US. US. On est nous, l'Europe, au milieu de ça, Ouais. et finalement, on est pris entre deux feux, et c'est un vrai sujet parce que là Mm. où les États-Unis essayent de plus en plus de monter. Tu le dis, ils ont des soudeurs, ils ont des capacités de production. Ils essayent de plus en plus de remonter finalement des capacités pour être capable de faire du matériel. Là Mm. où l'Asie a une bulle avec au niveau logiciel, puisqu'ils ont des alternatives au Google pour la recherche, aux réseaux sociaux, à tous ces trucs-là. En fait, ils n'utilisent pas des services américains parce que c'est trop contraignant pour des entreprises américaines, donc ils ont des alternatives locales. Donc la Chine a le matériel et le logiciel, Mais les États-Unis a le logiciel et est en train de monter sur le matériel, et l'Europe ouais. a aucun quasiment des deux, quoi. Ouais, mais juste une remarque par rapport à ça, c'est que la Chine, s'ils se sont dotés d'outils maison en quelque sorte et d'alternatives crédibles face aux GAFAM, c'est qu'il y a eu une volonté de l'État de couper et d'interdire ça pour favoriser l'émergence d'acteurs locaux. Donc finalement, c'est aussi pas seulement aux individus, c'est aussi à l'État de prendre des actions pour faire en sorte de favoriser ça, parce que c'est vrai que nous en tant qu'utilisateurs, bah, c'est bien pratique d'aller sur Gmail ou Google Photos ou iTunes pour faire ce qu'on a à faire, quoi. Et tant qu'il n'y a pas de vraies alternatives solides et faciles à utiliser, ça va être difficile d'y aller, quoi. Donc il faut une vraie aussi volonté politique pour faire changer les choses et à reconquérir cette souveraineté, quoi. Et ça va même plus loin, je crois, c'est-à-dire que les principaux, ce sur quoi repose aujourd'hui le web, c'est ce qu'on appelle les DNS, hein, c'est-à-dire vraiment le fait de rediriger une URL vers un serveur. Et ça, en fait, c'est opéré aussi. Alors, je vais pas dire de conneries, mais en tout cas, c'est très très fragile. Tu as des gros opérateurs de DNS qui sont américains, et on s'est rendu compte, certaines fois, il y a des incidents les derniers mois où tu as un opérateur DNS qui tombe parce qu'il a une faille de sécurité ou une faille matérielle ou je ne sais quoi. Et en fait, tu te rends compte que tu as des dizaines de services Ouais, sur lesquels on repose c'est vrai. qui ne sont plus accessibles. Donc, tu as des vulnérabilités de ce type-là. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles la Russie a ces dernières années développé un Internet autonome Ouais. qu'ils testent régulièrement, qui leur permet en fait de fonctionner en vase clos. Si demain, en fait, l'Internet global lui était finalement mis par terre. Ouais. Donc voilà, ça c'est quand même des exemples. Je suis
désolé, c'est pas très feel good comme sujet, mais c'est hyper important. Oui, c'est hyper important. Par rapport à l'importance, je suis pas certain que les gens comprennent et que on prenne tous la mesure de ce que ça peut impliquer. Et nous, on se rend compte, même nous, toi et moi, on est sensibilisés. Quand on commence un peu à creuser le truc, on se dit mais en fait, c'est énorme. Ah, bien sûr. Donc, mais du coup, alors, que fait l'Europe, monsieur? Ah, que fait l'Europe? Ben, on a des projets qui sont en cours. Alors, un des premiers projets, c'est le projet Gaia X, qui a été lancé en 2020, où l'idée, c'était de créer une infrastructure européenne de cloud. Donc, c'est-à-dire pour que vous puissiez héberger vos données et vos applications dans le cloud et pas sur votre ordinateur. Le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises qui sont liées et que les contours définissant le projet étaient un peu flous. Certains le voyaient comme un projet de cloud souverain face aux États-Unis notamment, et d'autres le voyaient comme un projet destiné à favoriser l'interopérabilité entre services. C'est un peu plus facile que extraterritorialité, celui-là. J'avoue. et favoriser le fait que les gens, les entreprises utilisent le cloud. Du coup, c'est un peu dans le flou là, et a priori, on serait plutôt actuellement sur ce nouveau, plutôt dans la continuité, mais le but serait de favoriser le cloud en Europe. Donc c'est dommage parce qu'on perd un petit peu le côté souveraineté qui est, à mon sens, quand même hyper important. En France et en Europe aussi, on a Orange et Capgemini qui se sont associés en 2021 pour lancer un cloud souverain qui s'appelle Bleu. Et le but, c'est d'utiliser les solutions de, je te laisse deviner, Microsoft. Ouais, une petite entreprise française qui a le vent en poupe. La cible, c'est les administrations centrales, les collectivités territoriales, les hôpitaux, donc des services qui ont plutôt qui brassent, qui sont plutôt essentiels, qui brassent des informations un peu sensibles. Et l'offre, c'est donc proposer les services de Microsoft, donc Azure qui est l'hébergement cloud en gros, et Microsoft 365 qui est la suite d'applications bureautiques, donc avec gestion des emails, le tableur, Word, etc., etc. Et l'idée, c'est que ça soit une infrastructure complètement hébergée en France, donc sous la législation européenne, et qui est le label Cloud de confiance de l'État français. Et grâce à ça, ils se disent c'est bon, on sera on tombera plus sous le Cloud Act dont tu nous parlais un peu plus haut, et les centres de données seront bien séparés des centres Microsoft. Moi je pense que c'est pas mal, c'est une bonne idée, mais on utilise quand même les solutions Microsoft, et je me dis que s'il y a des backdoors dans le logiciel, nos données, peu importe si elles sont hébergées en France ou en Chine, elles pourront être siphonnées. Et donc là je me dis que, et même au niveau du Cloud Act, il pourrait facilement l'étendre en disant c'est pas parce que, c'est pas juste les données qui sont hébergées dans le monde entier, c'est aussi les gens qui utilisent les solutions. Et donc là, mettons que j'utilise Outlook, il deviendrait possible pour la NSA ou le FBI d'aller récupérer mes emails juste parce que je suis utilisateur de la solution. Donc pour moi, il y a quand même un truc un peu pas net et pas forcément durable, même si c'est un bel effort, il faut le souligner. Et donc lié à ce label Cloud de confiance de l'État, il a été annoncé en mai 2021, et on devrait notamment, si vous voulez avoir ce label, passer la certification de l'ANSSI, qui est l'organisme lié à la sécurité numérique de l'État, une certification qui s'appelle SecNumCloud et qui permet en fait d'assurer que votre hébergement est sécurisé et souverain entre guillemets, mais en tout cas bien certifié en France et sécurisé. L'idée, c'est de permettre à des solutions de fonctionner sur le territoire français et d'assurer leur sécurité. Donc voilà, donc il y a quand même quelques projets, il y en a beaucoup plus, on n'en a pas parlé, mais la France est en grosse négociation contre l'Allemagne pour récupérer une usine de semi-conducteurs de Intel. A priori, ça serait plutôt l'Allemagne qui va gagner, mais bon, c'est pas fini. Et donc, au niveau du numérique, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Et on l'espère, peut-être que ces crises et le fait que le Covid soit passé par là et complètement disrupté les chaînes logistiques et donner envie à des entrepreneurs de monter des grosses entreprises numériques et technologiques
en France ou en Europe pour qu'on évite t'en parlais plus tôt, si Taïwan est envahi par la Chine, des coupures de semi-conducteurs pour des choses aussi futiles que la PS5 ou la sécurisation je sais pas, de machines robots destinées à opérer des gens ou à sécuriser l'infrastructure d'un hôpital, voilà, qui sont un petit peu plus quand même tendues. Donc, que la PS5 ça dépend finalement, ouais. Ça se discute. Mais pourquoi ils n'utilisent pas des PS5 ? Ah ben non, on peut pas en avoir. PS4. Ah voilà, c'est ça le problème. Non, et puis en plus, voilà, ce qu'il faut rappeler quand même, hein, parce que faut pas donner l'impression qu'on est complètement à poil en France. Hein, Oui. On a des belles entreprises, Complètement. notamment par rapport à l'hébergement, si tu veux. On a quand même un géant du cloud made in France, qui est OVH, qui est. Alors je comprends toujours pas pourquoi. Il faudrait qu'un jour je me creuse sérieusement sur le sujet parce que je comprends pas pourquoi ils sont pas plus implantés, pourquoi ça devienne pas entre guillemets la solution un peu adossée à tous les services de l'État, parce qu'en fait, au maximum de services de l'État, parce que on se rend compte que encore il y a pas très longtemps, quand il a fallu choisir sur quel type de serveur serait hébergé les données de tous anti-Covid, c'était, je crois, des serveurs Microsoft qui ont été retenus. Donc voilà, il y a un vrai sujet, je pense, de connaissance et d'utilisation des solutions françaises, quitte à faire à mon avis, du favoritisme national dans certains cas. Quoi, c'est ce que la Chine a fait, hein, donc. Oui. Et alors les États-Unis, c'est facile pour eux de faire de la préférence nationale. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme solution de bureautique Google ou... et puis voilà, je pense à d'autres acteurs sur la partie hébergement des données. Nous, je connais pas mal OVH, ou Drive, qui est une sorte de Dropbox plus hyper sécurisé, qui a tous les tampons au niveau France UE, et qui du coup propose des alternatives tout à fait crédibles aujourd'hui à ce que peuvent proposer certains des géants américains du stockage. Donc voilà, il y a des alternatives qui existent et il faut vraiment plus avoir ce réflexe de les utiliser, parce qu'en fait c'est d'autant, voilà, je pense qu'on l'a suffisamment souligné, hein, il y a des risques qui sont quand même énormes sur tous ces sujets-là, et c'est vrai qu'on tout ça s'est construit dans un environnement où tout était, où on était quand même serein, tout fonctionnait bien, il y avait pas de. Mais on s'est rendu compte, il a pas fallu grand-chose, une bonne pandémie et puis une petite guerre, et ça va vite, pour qu'on se rende compte de la fragilité de tout ce système, tout ce château de cartes, avec finalement c'est même pas des interdépendances, c'est des dépendances qui sont qui mettent l'Europe, je pense, dans une situation qui est peut-être pas très très confortable. Et donc je pense que l'Europe à son niveau est très très consciente de ça et essaie de plus en plus d'avoir des positions fortes, et on l'a vu avec le RGPD notamment, on l'a vu de reprendre la possession d'un certain nombre de choses et d'imposer des choses. Mais il y a un moment donné, il y a un sujet de solution logicielle, technique, qui va devoir vraiment falloir adresser, parce que sinon, on va au-devant de potentiellement, tant que tout va bien, c'est ok, mais si un jour les choses vont mal, elles iront très très mal. Ouais, ça, c'est sûr. Mais du coup, ça me fait penser, on pourrait faire un sujet sur consommer français ou européen, quoi. Carrément. Ça peut être sympa. Pour donner des pistes. Et en plus, ça me donnera l'occasion de trouver des alternatives à ma suite Google, parce que là, je suis trop dépendant. En fait, c'est quand tu as parlé du calendrier. Là, je me suis dit, mais grave, parce que j'ai tout. À la limite, mes mails, si tout est supprimé, c'est pas trop grave, parce que j'avoue que je ne consulte que très rarement les emails que j'ai reçus il y a 10 ans. Et ça ferait du nettoyage, donc ça serait bon pour la planète. Mais mon calendrier, ça me gênerait un peu quand même, ouais. Donc, écoute, je vais aller t'acheter un petit calendrier. C'est une période de rentrée scolaire. Il y en a plein. Un stylo. Exactement. Tu vas reporter tes 10 dernières années sur calendrier, comme ça. Exactement. Ça va m'occuper, ça. C'est clair. Exactement. Écoute, merci beaucoup, Greg, sur ce tour très complet. Beau sujet de rentrée. Voilà, c'était important. Ça faisait longtemps qu'on avait dit qu'on allait le traiter, ce sujet. Ouais, tout à fait. Je vous cache pas que Rémi, on l'a un peu procrastiné, parce que c'est quand même un gros sujet. Ouais, il a souvent été sur le dessus de la pile, et puis on se dit, écoute, on va le traiter. Il y a quand même plein de choses. Et là, on s'est dit, allez, on commence sérieux là, la rentrée, bonne résolution. Donc, du coup, ça, c'est fait. On peut cocher la case souveraineté numérique. C'est une introduction, donc voilà, il n'est pas impossible qu'on ait besoin d'y revenir dans les mois et les années qui viennent. Mais en tout cas, je pense que vous avez une bonne base si vous voulez être sensibilisé sur le sujet, les risques et les opportunités en écoutant ce podcast. Tout à fait.
Rémi, est-ce que du coup, de quoi on parle la semaine prochaine? Eh bien, on va parler d'une solution à la souveraineté, la blockchain. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais la blockchain Ethereum, qui est la deuxième blockchain en capitalisation derrière Bitcoin, voilà, va changer en fait de solution de validation, donc qui est sa façon de fonctionner pour passer d'un proof of work à un proof of stake et qui va normalement réduire son impact écologique de 99,7 ou 9%, je sais plus. Voilà une bonne nouvelle. Voilà, ce qui est plutôt très positif. Et en dehors de ça aura plein d'impacts différents. Donc voilà, on va faire un épisode spécial pour vous en expliquer en fait les tenants et aboutissants, en quoi ça sera l'impact, comme ça vous pourrez tout savoir, et surtout si on vous en parle, vous direz ah mais ouais, à l'aise, je l'ai entendu sur encore un podcast tech et j'ai tout compris. Éexactement. Bah écoutez, c'est super. Merci pour ce numéro d'entrée, Rémi. Je te souhaite encore une fois une bonne rentrée. Je vous souhaite à toutes et toutes une bonne rentrée. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour ce beau sujet. Et puis, n'hésitez pas à retourner sur les épisodes précédents si vous étiez trop occupé à la plage ou à la montagne pour nous écouter. Donc, voilà, on a publié tout l'été. Exactement. À la semaine prochaine. Salut Greg, à la semaine prochaine. Salut Rémi. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.